Troisième partie, Svalbard. Chapitre 18. Brouillard et glace. Lee Scoresby disposa quelques fourrures sur l'aéra qui se recroquevilla contre Roger, et tous les deux continuèrent à dormir, tandis que le ballon poursuivait sa route vers le pôle en se balançant dans les airs. L'aéronaute, emmitouflé dans ses épaisseurs de fourrure, consultait ses instruments de temps à autre, mâchonnait son cigare sans jamais l'allumer, à cause de la proximité de l'hydrogène hautement inflammable. « Cette gamine est très importante, hein ?» dit-il au bout de quelques minutes, en s'adressant à la sorcière. « Plus qu'elle ne le saura jamais, » répondit Séraphina Pekkala. « Cela veut-il dire qu'on peut s'attendre à une importante riposte armée ? Comprenez-moi bien, je suis obligé de gagner ma vie. Je ne peux pas me permettre de me faire arrêter ou canarder sans espérer une quelconque forme de compensation, fixée à l'avance. Je n'essaye nullement de minimiser l'importance de cette expédition, sachez-le, madame. Mais John Fah et les gitans m'ont offert juste de quoi acheter mon temps, mon savoir-faire et l'usure normale de mon ballon. C'est tout. Le tarif ne comprenait pas les frais d'assurance en cas d'acte de guerre. Or, permettez-moi de vous le dire, chère madame, quand nous atterrirons à Svalbard avec Yorick Byrnison, cela constituera un acte de guerre. Sur ce, Lee Scoresby cracha délicatement par-dessus bord un morceau de feuille à fumer. Conclusion, ajouta-t-il, j'aimerais savoir à quoi on peut s'attendre sur le plan du désordre et du grabuge. Il y aura des affrontements, concéda Séraphina Pekkala. Mais vous avez l'habitude de vous battre, il me semble. Oui, quand je suis payé. En vérité, je croyais qu'il s'agissait d'un simple transport de passagers, et j'ai fixé mon prix en conséquence. Mais après ce petit accrochage en bas, je me demande jusqu'où s'étendent mes responsabilités de transporteur. Suis-je tenu, par exemple, de risquer ma vie et mon matériel dans une guerre entre ours ? Ou bien cette charmante enfant a-t-elle à Svalbard des ennemis aussi mal lunés que ceux de Bolvangar ? Je vous dis tout cela uniquement pour faire la conversation. Monsieur Scoresby, répondit la sorcière, j'aimerais pouvoir répondre à vos interrogations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous tous, humains, sorcières et ours, sommes déjà engagés dans une guerre, bien que certains d'entre nous l'ignorent encore. Que le danger vous attende à Svalbard, ou que vous repartiez sain et sauf, vous êtes un soldat mobilisé. Oh, voilà qui me semble un peu précipité. J'ai l'impression qu'un homme devrait avoir le choix de prendre les armes ou pas. Nous n'avons pas plus le choix que pour notre naissance. Quand même, dit l'aéronaute. J'aime choisir les missions que j'effectue, les endroits où je voyage, la nourriture que je mange, et les compagnons avec lesquels je m'assois pour bavarder. Et vous n'aimez pas avoir le choix de temps en temps ? Séraphina Pekkala réfléchit, puis répondit. Peut-être ne donnons-nous pas le même sens au mot choix, monsieur Scoresby. Les sorcières ne possèdent rien. Nous ne cherchons donc pas à défendre des biens ou à réaliser des profits. Quant à choisir entre une chose et une autre, lorsque vous vivez plusieurs centaines d'années, vous savez que chaque occasion se représentera tôt ou tard. Nous avons des besoins bien différents. Vous devez entretenir et réparer votre ballon, c'est long et coûteux, j'en suis consciente. Nous autres, il nous suffit pour voler d'arracher une branche de sapin, n'importe laquelle fera l'affaire. Et elle ne manque pas. Nous ne craignons pas le froid. Nous n'avons donc pas besoin de vêtements chauds. Nous ne possédons aucun moyen d'échange autre que l'entraide. Quand une sorcière a besoin de quelque chose, une autre sorcière le lui donne. Quand il faut livrer une guerre, nous ne réfléchissons pas en termes de coûts pour décider si nous devons nous battre ou pas. En outre, nous n'avons pas un sens de l'honneur aussi fort que les ours, par exemple. Pour un ours, une insulte est comme un coup mortel. Pour nous, c'est une chose inconcevable. En effet, comment pourrait-on insulter une sorcière ? Et d'ailleurs, quelle importance ? Je suis d'accord avec vous sur ce point. Les insultes ne valent pas une guerre, car la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Toutefois, j'espère que vous comprenez mon dilemme, madame. Je suis un simple aéronaute, et je n'aimerais pas finir mes jours dans le besoin. Je voudrais m'acheter une petite ferme, quelques bêtes, des chevaux. Oh, rien de somptueux, vous le voyez bien. Ni palais, ni esclaves, ni montagne d'or. Non, juste le vent du soir dans la sauge, un cigare et un verre de bourbon. Malheureusement, tout cela coûte de l'argent. Voilà pourquoi je vole avec mon ballon, en me faisant payer, et après chaque voyage, j'envoie un peu d'or à la banque Wells Fargo, et le jour où j'aurai assez d'économies,
Je vendrai ce foutu ballon, je m'offrirai un billet de retour pour Port Galveston, et je ne quitterai plus jamais le plancher des vaches. Il existe une autre différence entre nous, monsieur Scoresby. Une sorcière ne peut renoncer à voler, pas plus qu'à respirer. Voler fait partie de nous-mêmes. Je comprends, madame, et je vous envie. Hélas, je n'ai pas vos sources de satisfaction. Pour moi, voler est un métier comme un autre. Je ne suis qu'un technicien. Je pourrais tout aussi bien monter des valves sur des moteurs à gaz ou brancher des circuits en barrique. Mais je l'ai choisi, voyez-vous. J'ai pris ma décision en toute liberté. Voilà pourquoi l'idée de participer à une guerre dont j'ignore tout me paraît dérangeante. Le conflit entre Yorek Birnison et son roi est lié à cette guerre, expliqua la sorcière. Quant à cet enfant, elle est destinée à y jouer un rôle, elle aussi. Vous parlez de destin, dit Lee Scoresby, comme s'il s'agissait d'une chose immuable. Or, je ne suis pas sûr d'aimer cette idée, pas plus que le fait de me retrouver enrôlé dans une guerre que je ne comprends pas. Où est ma liberté dans tout ça, je vous prie? Cet enfant me semble posséder plus d'indépendance de caractère que tous les gens que je connais. Et vous me dites qu'elle n'est qu'une sorte de jouet mécanique qu'on a remonté pour suivre une voie déjà tracée? Nous sommes tous soumis au destin, mais nous sommes obligés de faire comme si de rien n'était, répondit la sorcière, pour ne pas mourir de désespoir. Une curieuse prophétie pèse sur cet enfant. Son destin est de mettre fin au destin. Elle doit y parvenir sans savoir ce qu'elle fait, comme si cela était inscrit dans sa nature et non dans son destin, justement. Si par malheur elle apprenait ce qu'elle doit accomplir, tout échouerait. La mort se répandrait à travers tous les mondes. Ce serait le triomphe du désespoir, pour toujours. Les univers ne seraient plus que des machines enclenchées les unes dans les autres, aveugles, privées de pensée, de sentiments, de vie. L'aéronaute et la sorcière posèrent tous les deux leurs regards sur l'Aéra, dont le visage endormi, le peu qu'on en voyait sous la capuche, affichait un petit froncement de sourcils obstiné. J'ai l'impression qu'une partie d'elle-même le sait déjà, dit Lee Scoresby. En tout cas, elle semble prête. Et le garçon dans tout ça, savez-vous qu'elle est venue jusqu'ici pour le sauver des griffes de ces ignobles individus? C'étaient des camarades de jeu dans le temps à Oxford ou je ne sais où. Vous le saviez? Oui, je le savais. L'Aïra transporte un objet d'une immense valeur, et il semblerait que le destin se serve d'elle comme messager pour qu'elle l'apporte à son père. Ainsi, elle est venue jusqu'ici pour retrouver son camarade sans savoir que celui-ci avait été conduit dans le nord par le destin, uniquement pour qu'elle le suive et qu'elle apporte cet objet à son père. C'est comme ça que vous voyez les choses, hein? Pour la première fois, la sorcière parut hésiter. C'est ce qui semble se produire. Personne ne peut déchiffrer les ténèbres, monsieur Scoresby. Il est fort possible que je me trompe. Mais vous, les sorcières, qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette histoire, si je peux me permettre? Tout en ignorant ce qui se passait à Bolvangar, nous avions le sentiment au plus profond de nous-mêmes que c'était une chose horrible. L'Aïra étant leur ennemi, nous sommes devenus ses amis. Nous ne réfléchissons pas davantage. Par ailleurs, des liens d'amitié unissent mon clan et les gitans, depuis l'époque où Farder Coram m'a sauvé la vie. Nous sommes intervenus à leur demande. Les gitans, eux, ont des obligations envers Lord Asriel. Je vois. Autrement dit, vous remorquez ce ballon jusqu'à Svalbard pour aider les gitans. Votre amitié ira-t-elle jusqu'à nous ramener? Ou bien devrais-je attendre un vent favorable en comptant sur l'indulgence des ours entre-temps? Une fois de plus, madame, je vous pose cette question en toute amitié. Si nous pouvons vous aider à retourner à Trollsund, monsieur Scoresby, nous le ferons. Mais nous ignorons ce qui nous attend à Svalbard. Le nouveau roi des ours a apporté quelques changements. Les règles d'autrefois ne sont plus en vigueur. Il sera peut-être difficile de nous poser. Et j'ignore comment l'Aïra pourra atteindre son père. J'ignore également ce que Yorek Birnison a en tête. Je sais seulement que leurs sorts sont liés. Je n'en sais pas plus que vous, madame. Je crois que Yorek s'est attaché à la gamine comme une sorte de protecteur. Elle l'a aidé à récupérer son armure, vous comprenez? Mais comment savoir ce que pensent les ours? En tout cas, si un ours est capable d'aimer un être humain, Yorek aime cette fillette. Pour ce qui est de se poser à Svalbard, ça n'a jamais été facile. Malgré tout, si je peux faire appel à vous pour me pousser dans la bonne direction, je me sentirai plus tranquille. Et si je peux faire quelque chose pour vous en échange, n'hésitez pas. Mais à titre indicatif, pourriez-vous me dire dans quel camp je me trouve dans cette guerre invisible? Nous sommes tous les deux du côté de l'Aïra. Oh, aucun doute là-dessus.
Ils poursuivirent leur route. La présence des nuages les gênait pour apprécier leur vitesse. En temps normal, évidemment, un ballon suivait les caprices du vent et se déplaçait à la vitesse de l'air. Mais ainsi tirée par les sorcières, la montgolfière fendait l'air au lieu de se laisser porter, en résistant toutefois au mouvement car le ballon récalcitrant ne possédait pas les lignes aérodynamiques d'un zeppelin. Conclusion, la nacelle se balançait dans tous les sens, beaucoup plus secouée et bringue-ballée qu'au cours d'un vol normal. S'il restait indifférent à ces désagréments, Lee Scoresby s'inquiétait en revanche pour ses instruments et prit soin de vérifier que tout était solidement arrimé. D'après l'altimètre, il volait à plus de 3000 mètres. La température était de -20 degrés. Certes, il avait déjà eu plus froid, mais pas souvent, et il n'avait aucune envie de renouveler l'expérience. C'est pourquoi il déplia la toile qu'il utilisait pour les bivouacs d'urgence, la tendit devant les enfants endormis pour les protéger du froid, avant de s'allonger à son tour, dos à dos avec son vieux camarade d'armes, Yorek Birnison. Sur ce, il s'endormit. Quand Laïra se réveilla, la lune était haute dans le ciel, et tout ce qu'on apercevait semblait recouvert d'une feuille d'argent, que ce soit la surface ondulante des nuages en bas ou les épées de glace accrochées aux armatures extérieures du ballon. Roger dormait encore, tout comme Lee Scoresby et l'ours. Mais à côté de la nacelle, la reine des sorcières, assise sur sa branche, suivait le déplacement du ballon. On est encore loin de Svalbard demanda Laïra. Si nous ne rencontrons pas de vent contraire, nous y serons dans une douzaine d'heures. Où va-t-on se poser? Tout dépend de la météo. En tout cas, nous essaierons d'éviter les falaises. Elles sont habitées par des créatures qui se jettent sur tout ce qui bouge. Si on le peut, on te posera à l'intérieur des terres, loin du palais de Yofur Raknison. Qu'est-ce qui va se passer si je retrouve Lord Asriel? Est-ce qu'il voudra retourner à Oxford? Je ne sais même pas si je dois lui dire que je sais qu'il est mon père. Peut-être qu'il veut continuer à faire croire qu'il est mon oncle. En vérité, je ne le connais pas très bien. Il ne voudra pas retourner à Oxford, Lyra. Il me semble qu'une chose doit être accomplie, dans un autre monde, et Lord Asriel est le seul qui puisse fabriquer un pont pour combler le gouffre entre ces deux mondes. Mais il a besoin de quelque chose pour l'aider. La laitiomètre s'exclama Lyra. Quand le maître de Jordan College me l'a donné, j'ai senti qu'il voulait me dire quelque chose au sujet de Lord Asriel, mais il n'a pas eu le temps. Je savais bien qu'il ne voulait pas réellement l'empoisonner. Il va déchiffrer la laitiomètre et il saura comment fabriquer ce pont. Je suis sûr que je pourrais l'aider. Je parie que je suis aussi doué que n'importe qui pour le déchiffrer maintenant. Je ne sais pas, répondit Séraphina Pécala. Nul ne peut dire comment il s'y prendra, ni quelle sera sa tâche. Certaines forces nous parlent, d'autres sont au-dessus de nous, et il existe des secrets, même pour les plus puissants. La laitiomètre me le dirait. Je pourrais l'interroger, mais il faisait trop froid. Laëra n'aurait même pas pu le tenir entre ses mains. Elle s'enveloppa dans les fourrures et plaqua sa capuche contre son visage pour se protéger de la morsure du vent, ne laissant qu'une étroite ouverture pour les yeux. Loin devant, légèrement en contrebas, la longue corde fixée à l'anneau de suspension du ballon était tirée par 6 ou 7 sorcières assises sur leurs branches de sapin. Les étoiles étincelaient, éclatantes, froides et dures comme des diamants. Pourquoi n'avez-vous pas froid, Séraphina Pécala? Nous sentons le froid, mais peu nous importe, car il ne peut pas nous faire de mal. Et si nous nous protégions du froid, nous ne sentirions plus tout le reste, comme par exemple le picotement brillant des étoiles, la musique de l'aurore, et surtout le contact soyeux du clair de lune sur notre peau. Toutes ces choses valent bien qu'on supporte le froid. Je pourrais les sentir, moi aussi? Non, tu mourrais si tu enlevais tes vêtements. Reste bien couverte. Combien de temps vivent les sorcières, Séraphina Pécala? Plusieurs centaines d'années, m'a dit Farder Coram. Pourtant, vous n'avez pas l'air vieille. J'ai 300 ans, ou plus. Notre plus vieille sorcière mère approche des 1000 ans. Un jour, Yambé Aka viendra la chercher. Un jour, elle viendra me chercher, moi aussi. C'est la déesse des morts. Elle vient à toi en souriant, avec douceur, et tu comprends que le moment est venu de mourir. Il existe des hommes sorcières, ou n'y a-t-il que des femmes? Certains hommes sont à notre service, comme le consul de Trollsund. Parfois, nous choisissons d'autres hommes comme amants ou maris. Tu es encore jeune, Laëra. Trop jeune pour comprendre cela, mais je vais t'expliquer quand même.
Tu comprendras plus tard. Les hommes passent devant nos yeux comme des papillons, des créatures qui ne vivent qu'une courte saison. Nous les aimons. Ils sont courageux, fiers, beaux, intelligents. Hélas, ils meurent presque tout de suite. Ils meurent si rapidement que nos cœurs souffrent en permanence. Nous donnons naissance à leurs enfants qui deviennent des sorcières si ce sont des filles, ou de simples humains dans le cas contraire. Puis, en un clin d'œil, voilà que les hommes disparaissent, abattus, massacrés, perdus. Nos fils également. Quand un petit garçon grandit, il se croit immortel. Sa mère, elle, sait bien que c'est faux. Et chaque fois cela devient plus douloureux, jusqu'à ce que notre cœur finisse par se briser. C'est à ce moment-là peut-être que Yambe Aka vient nous chercher. Elle est plus vieille que la toundra. Peut-être que pour elle, la vie d'une sorcière est aussi brève que la vie d'un homme à nos yeux. Étiez-vous amoureuse de Farder Coram? Oui. Le sait-il? Je ne sais pas, mais je sais qu'il est amoureux de vous. Quand il m'a sauvé la vie, il était jeune et robuste, rempli de fierté et de charme. Je l'ai aimé immédiatement. J'aurais changé ma nature, j'aurais renoncé au picotement des étoiles et à la musique de l'aurore, j'aurais accepté de ne plus voler, j'aurais abandonné tout cela en un instant, sans même réfléchir pour pouvoir devenir l'épouse d'un marinier gitan, lui faire à manger, partager son lit et porter ses enfants. Hélas, on ne peut pas changer ce que l'on est, uniquement ce que l'on fait. Je suis une sorcière, lui est un humain. Malgré tout, je suis restée avec lui assez longtemps pour lui donner un enfant. Il ne m'en a jamais parlé. C'était une fille? Une sorcière? Non, un garçon. Il est mort lors de la grande épidémie survenue il y a 40 ans. Cette maladie en provenance de l'Occident. Pauvre petit enfant. Il est venu au monde et l'a quitté aussitôt, tel un éphémère. Sa mort a lacéré mon cœur, comme toujours. Elle a brisé celui de Coram. Et puis j'ai reçu un appel me demandant de rejoindre mon peuple, car Ambeaka avait emporté ma mère, et j'étais désormais la reine du clan. Alors je suis parti. Il le fallait. Et vous n'avez jamais revu Farder Coram? Jamais. Mais j'ai entendu parler de ses actions. J'ai appris qu'il avait été blessé par les Skrellings avec une flèche empoisonnée. Alors j'ai envoyé des herbes et des sortilèges pour le sauver, mais je n'avais pas le courage de le revoir. J'ai appris combien cette blessure l'avait affaibli, et combien sa sagesse avait grandi. Je savais qu'il étudiait et lisait énormément. J'étais fier de lui et de sa bonté. Malgré tout, je suis resté loin de lui, car c'était une époque délicate pour mon clan. Une guerre entre sorcières menaçait d'éclater. En outre, je croyais qu'il m'avait oublié et qu'il avait pris une épouse humaine. Il ne se mariera jamais, déclara Lyra avec conviction. Vous devriez aller le voir. Il vous aime toujours. Je le sais. Il aurait honte de son âge et je ne veux pas qu'il se sente humilié. Oui, sans doute. Mais vous pourriez au moins lui envoyer un messager. Je trouve. Séraphina Pekkala resta muette un long moment. Ayant repris l'apparence d'une hirondelle de mer, Pantalaimon s'envola et vint se poser sur la branche de la sorcière, quelques secondes avant de se dire qu'il avait peut-être été insolent. Finalement, Lyra demanda « Pourquoi les gens ont-ils des démons ?» Ah, tout le monde pose cette question, et personne ne connaît la réponse. Depuis qu'il y a des êtres humains, il y a des démons. C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est vrai, on est différents. Prenez les ours, par exemple. Ils sont bizarres, non? On pourrait croire qu'ils sont comme des personnes, et soudain ils font quelque chose de si étrange, si cruel, que vous vous dites que vous ne les comprendrez jamais. Vous savez ce que m'a dit Yorek? Il m'a dit que son armure était pour lui comme un démon pour une personne. C'est mon âme, a-t-il dit. Mais là encore, on est différent, parce que lui, il a fabriqué cette armure de ses mains. Quand ils l'ont envoyé en exil, ils lui ont confisqué sa première armure. Mais il a trouvé du métal pour en fabriquer une nouvelle, comme s'il fabriquait une nouvelle âme. Nous, on ne peut pas fabriquer nos démons. Ensuite, les habitants de Trollsund lui ont fait boire de l'alcool, et lui ont volé son armure. Mais j'ai découvert où elle était cachée, et il l'a récupérée. Ce que je me demande, c'est pourquoi il veut se rendre à Svalbard. Ils vont l'attaquer. Peut-être même qu'ils vont le tuer. J'aime beaucoup Yorek. Je l'aime tellement que je voudrais qu'il n'aille pas là-bas. T'a-t-il parlé de lui? Je connais seulement son nom, et c'est le consul de Trollsund qui nous l'a donné. Et Yorek Vernison est de haute naissance. C'est un prince. À vrai dire, s'il n'avait pas commis un crime grave, il serait roi des ours aujourd'hui.
Il m'a dit que leur roi s'appelait Iofur Raknison. Iofur Raknison est devenu roi quand Iorek Birnison a été envoyé en exil. Iofur est un prince lui aussi, évidemment, car sinon il n'aurait pas été autorisé à gouverner. Mais il est aussi très intelligent au sens humain du terme. Il passe des alliances et signe des traités aussi. Il ne vit pas comme les autres ours, dans des forteresses de glace, mais dans un palais tout neuf. Il parle d'échanger des ambassadeurs avec des nations humaines et de développer l'exploitation des mines avec l'aide d'ingénieurs humains. Il est très rusé et habile. Certains affirment qu'il a poussé Yorek à commettre le geste qui lui a valu d'être exilé. D'autres pensent que même s'il n'est pas responsable, il encourage les gens à le penser, car cette rumeur renforce encore sa réputation d'ingéniosité. Mais qu'a donc fait Yorek précisément? Si je l'aime tant, voyez-vous, c'est parce que mon père a été puni lui aussi à cause de ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Yorek m'a raconté qu'il avait tué un autre ours, mais il ne m'a jamais expliqué comment ça s'était passé. Ils se sont battus à cause d'une ours. Le mâle tué par Yorek n'a pas voulu montrer les signes habituels de soumission, quand il est devenu évident que Yorek était le plus fort. En dépit de leur immense fierté, les ours ne manquent jamais de reconnaître la supériorité d'un autre ours et de s'y soumettre. Mais pour une raison quelconque, cet ours-ci ne l'a pas fait. Certains prétendent que Iofur Raknison a manipulé ses pensées ou lui a fait manger des herbes hallucinogènes. Quoi qu'il en soit, le jeune ours a insisté et Yorek Birnison s'est laissé dominer par son caractère impétueux. L'affaire a été rapidement jugée. Yorek aurait dû blesser son adversaire, pas le tuer. Sans cette sale histoire, il serait roi, dit Laëra. J'ai aussi entendu parler de Iofur Raknison par le professeur palmérien de Jordan College qui était allé dans le nord et l'avait rencontré. Il a dit... Ah, je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. Je crois que Iofur a accédé au trône par la ruse, ou quelque chose comme ça. Pourtant, Yorek m'a dit un jour qu'on ne pouvait avoir les ours par la ruse. Et il me l'a prouvé. Mais apparemment, on dirait bien qu'ils ont été manipulés tous les deux. L'ours vaincu et lui. Peut-être que seuls les ours peuvent tromper les autres ours, les humains, eux, ne peuvent pas. Sauf que les habitants de Trollsund, ils l'ont tué par la ruse eux aussi, quand ils l'ont fait boire pour lui voler son armure. Quand les ours se comportent comme des êtres humains, peut-être que l'on peut les avoir par la ruse, expliqua Serafina Pekkala. En temps normal, jamais un ours ne boirait de l'alcool. Yorek Birnison buvait pour oublier la honte de l'exil, et c'est uniquement pour ça que les gens de Trollsund ont pu le tromper si facilement. Oui, sans doute, dit Laïra, en hochant la tête. Cette idée lui plaisait. Elle vouait à Yorek une admiration presque sans limite, et se réjouissait de trouver confirmation de sa grandeur d'âme. C'est très astucieux votre raisonnement, dit-elle. Si vous ne me l'aviez pas dit, je n'y aurais pas pensé. Je crois que vous êtes sans doute plus intelligente que madame Coulter. Il continuait d'avancer dans les airs. Laïra se mit à mâchonner le morceau de viande de phoque qu'elle avait trouvé au fond de sa poche. Serafina Pekkala, demanda-t-elle au bout d'un moment. C'est quoi la poussière? J'ai l'impression que toute cette histoire tourne autour de la poussière, mais personne ne m'a expliqué ce que c'était. Je ne sais pas, répondit Séraphine Pekkala. Les sorcières ne se sont jamais préoccupées de la poussière. Tout ce que je peux te dire, c'est que partout où il y a des prêtres, les gens ont peur de la poussière. Madame Coulter n'est pas prêtre, mais c'est un puissant agent du magistérium. C'est elle qui a fondé le conseil d'oblation et persuadé l'Église de subventionner la station de Bolvangar, parce qu'elle s'intéresse énormément à la poussière. Nous autres sorcières ne pouvons pas comprendre les raisons de cet engouement, mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons jamais comprises. En voyant les Tartares se faire des trous dans le crâne, on ne peut que s'étonner devant cette pratique étrange. La poussière peut paraître étrange, elle aussi, et on s'interroge, sans toutefois se mettre martel en tête et tout détraquer pour l'examiner. Laissons cela à l'Église. L'Église répéta Laëra. Quelque chose lui était revenu en mémoire. Elle se souvenait d'avoir parlé avec Pantalaimon, dans les fens, de la force mystérieuse qui faisait bouger l'aiguille de l'alétiomètre, et ils avaient pensé au moulin à photons sur le grand hôtel de Gabriel Collège, aux particules élémentaires qui actionnaient les petites pales. L'intercesseur n'avait aucun doute concernant le lien entre les particules élémentaires et la religion. Oui, peut-être, dit-elle en hochant la tête. Après tout, les affaires de l'Église sont souvent tenues secrètes.
Mais il s'agit la plupart du temps de choses anciennes, et la poussière ne l'est pas à ma connaissance. Je me demande si Lord Asriel m'expliquera. Elle bâilla de nouveau. Je ferais mieux de m'allonger, dit-elle à Séraphina Pekkala, si je ne veux pas me transformer en glaçon. J'ai déjà eu froid à terre, mais jamais à ce point. S'il se met à faire encore plus froid, je vais mourir. Couche-toi, et enveloppe-toi bien dans les fourrures. Oui, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si je dois mourir, je préfère mourir ici, dans le ciel, que là-bas à Bolvangar. Quand ils nous ont placés sous cette grande lame, je me suis dit que c'était la fin. Avec Pantalaimon, on a pensé la même chose tous les deux. Quelle torture! Bon, on va dormir un peu. Réveillez-nous quand on sera arrivé. Elle s'allongea sur le tas de fourrure avec des gestes maladroits, tout le corps ankylosé par le froid intense, et se blottit contre Roger qui dormait toujours. Les 4 voyageurs poursuivirent ainsi leur traversée, endormis à bord du ballon couvert d'une pellicule de glace, en direction des rochers et des glaciers, des mines et des forteresses de glace de Svalbard. Séraphina Pekkala alerta l'aéronaute qui se réveilla en sursaut, engourdi par le froid, mais en sentant les mouvements de la nacelle, il comprit tout de suite qu'il se passait quelque chose d'anormal. Celle-ci se balançait violemment, tandis que le ballon était secoué par de puissantes rafales, et les sorcières qui tenaient la corde avaient le plus grand mal à le contrôler. Si jamais elle lâchait prise, le ballon dévirait aussitôt de sa trajectoire, et à en juger par le coup d'œil que Scoresby jeta à la boussole, il serait emporté vers la Nova Zembla à plus de 150 km à l'heure. Où sommes-nous? L'entendit crier Lyra. Celle-ci commençait à se réveiller, dérangée par le balancement anormal, chacun de ses membres engourdis par le froid glacial. Elle n'entendit pas la réponse de la sorcière, mais à travers ses paupières mi-closes, elle vit, éclairée par une lampe en barrique, Lee Scoresby s'accrocher à une armature et se saisir d'une corde qui disparaissait à l'intérieur du ballon lui-même. Il tira dessus d'un coup sec, comme s'il essayait de la libérer, et leva les yeux vers cette masse obscure et gonflée, avant d'enrouler la corde autour d'un taquet de l'anneau de suspension. Je lâche un peu de gaz, cria-t-il à Séraphina Pekkala. On va descendre, on est beaucoup trop haut. La réponse de la sorcière échappa à Lyra encore une fois. Roger se réveilla à son tour. Il est vrai que les grincements de la nacelle auraient suffi à réveiller un mort, sans parler de l'amplitude du balancement. Le démon de Roger et Pantalaimon, transformés en Ouistiti, s'accrochaient l'un à l'autre tandis que Lyra s'efforçait de rester allongée, refusant de céder à la panique. Ce n'est rien, s'exclama Roger, d'un ton qui exprimait une décontraction que Lyra était loin d'éprouver. Dès qu'on aura atterri, on fera un bon feu pour se réchauffer. J'ai des allumettes dans ma poche. Je les ai volées dans les cuisines de Bolvangar. Le ballon perdait de l'altitude, sans aucun doute, car ils furent bientôt enveloppés par un nuage épais et glacé. Des lambeaux cotonneux envahirent l'intérieur de la nacelle et brusquement tout s'obscurcit. Lyra n'avait jamais vu un brouillard aussi épais. Séraphina Pekkala poussa un cri. L'aéronaute défit la corde enroulée autour du taquet et la laissa filer entre ses doigts. Elle jaillit vers le ciel, et malgré les grincements et le gémissement du vent dans les gréements, Lyra entendit, ou sentit, un bruit sourd quelque part au-dessus de sa tête. Lee Scoresby vit son regard affolé. « C'est la valve de gaz !» cria-t-il. « Elle se ferme avec un ressort pour empêcher le gaz de s'échapper. Quand je la baisse, le gaz sort par le haut, on perd de la poussée et on descend. On va bientôt... » Elle ne put achever sa phrase, car une chose effroyable se produisit au même moment. Une créature de la taille d'un enfant, avec des ailes parcheminées et des griffes crochues, escaladait le flanc de la nacelle en direction de Lee Scoresby. Elle avait une tête plate, des yeux exorbités et une énorme bouche de grenouille, d'où s'échappait une puanteur épouvantable. Lyra n'eut même pas le temps de hurler. Yorek Birnison repoussa la créature d'un coup de griffe. Elle lâcha prise et disparut dans les nuages en poussant un long hurlement perçant. « Les monstres des falaises !» commenta simplement Yorek. Presque aussitôt, Séraphina Pekkala réapparut. Elle s'accrocha à la nacelle et déclara d'une voix pressante « Les monstres des falaises attaquent. Nous allons poser le ballon et ensuite nous devrons nous défendre. Il... » Lyra n'entendit pas la suite, car il se produisit un bruit de déchirure et le ballon bascula sur le côté. Un choc énorme projeta les 3 humains contre la paroi de la nacelle, là où Yorek avait empilé les plaques de son armure. Celui-ci tendit sa grosse patte
pour les empêcher de tomber par-dessus bord, car la nacelle tanguait dangereusement. Serafina Pekkala avait disparu. Le vacarme était effrayant. Chaque bruit s'accompagnait des cris stridents des monstres des falaises, et l'Aïra les voyait passer à toute vitesse, laissant derrière eux un sillage nauséabond. Une nouvelle secousse se produisit, si soudaine qu'ils se retrouvèrent tous projetés sur le plancher, et la nacelle tomba à pic à une vitesse effrayante, en tournoyant. On aurait dit qu'il s'était détaché du ballon et tombait en chute libre. Il y eut une nouvelle série de secousses. La nacelle était projetée de droite à gauche, comme s'il rebondissait maintenant entre des parois rocheuses. La dernière chose que vit l'Aïra, ce fut Lee Scoresby, pointant le grand canon de son pistolet vers la gueule d'un monstre. Puis elle ferma les yeux et s'accrocha à la fourrure de Iorek Byrnison avec toute l'énergie de la terreur. Les hurlements, les cris stridents, les coups de fouet et le ululement du vent, les craquements de la nacelle, semblables au râle d'un animal que l'on torture, tout cela emplissait l'air d'un vacarme à vous glacer le sang. C'est alors que se produisit le choc le plus violent, et l'Aïra fut éjectée de la nacelle, incapable de s'accrocher au pelage de l'ours. Le souffle coupé, elle atterrit dans un tel enchevêtrement de membres et de fourrures qu'elle ne pouvait différencier le haut du bas. Son visage, à l'intérieur de la capuche bien serrée, était recouvert d'une fine poudre sèche et glacée comme des cristaux. C'était de la neige. Elle avait atterri dans une congère. Tellement meurtrie qu'elle ne parvenait pas à rassembler ses pensées, elle demeura ainsi immobile pendant plusieurs secondes avant de songer à cracher la neige qu'elle avait dans la bouche et à respirer faiblement jusqu'à ce que l'air recommence à entrer dans ses poumons. Elle ne souffrait d'aucune blessure, elle avait simplement le souffle coupé. Avec prudence, elle essaya de remuer les mains, les pieds, les bras, les jambes, puis de lever la tête. Elle ne voyait presque rien car sa capuche était encore pleine de neige. Au prix d'un gros effort, comme si chacune de ses mains pesait une tonne, elle l'abaissa et regarda autour d'elle. Elle découvrit alors un monde gris, des gris pâles et des gris sombres et noirs aussi, où des nappes de brouillard flottaient comme des linceuls. Les seuls bruits qu'elle entendait étaient les cris lointains des monstres des falaises, tout là-haut dans le ciel, et le fracas des vagues contre les rochers plus loin. Yorek cria-t-elle. Sa voix était faible et tremblante. Elle essaya de nouveau, mais personne ne répondit. Roger cria-t-elle cette fois sans plus de succès. À cet instant, elle aurait pu se croire seule au monde, mais bien entendu ce n'était pas le cas, et Pantalaimon sortit de son parka sous la forme d'une souris pour lui tenir compagnie. J'ai vérifié l'état de la laitiomètre, dit-il. Pas de casse, il est intact. On est perdu, Pan. Tu as vu ces horribles monstres des falaises, et monsieur Scoresby qui leur a tiré dessus? Que Dieu nous garde s'il descend d'ici. Essayons de retrouver la nacelle. Évitons de crier, dit l'Aïra. Je viens de le faire, mais peut-être qu'il est préférable de se taire. Il risque de nous entendre. Si seulement je savais où on est. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas le savoir, fit remarquer le démon. Si ça se trouve, on est au pied d'une falaise, sans aucune issue. Et quand le brouillard va se dissiper, les monstres vont nous voir. Après s'être reposée encore quelques minutes, l'Aïra tâtonna autour d'elle et s'aperçut qu'elle avait atterri entre deux rochers recouverts de glace. Tout était enveloppé d'une pellicule de brouillard givré. D'un côté lui parvenait le fracas des vagues, à une cinquantaine de mètres autant qu'elle put en juger, et tout là-haut, les cris stridents des monstres des falaises continuaient à résonner, bien qu'ils fussent quelque peu atténués. On ne voyait pas à plus de 2 ou 3 mètres, et dans cette purée de poids, même les yeux de chouette de Pantalaimon étaient inutiles. L'Aïra avançait péniblement, glissant sur les rochers rugueux, tournant le dos au bruit des vagues pour remonter un peu sur la grève, où elle ne trouva que des rochers et de la neige. Aucune trace du ballon ni de ses passagers. Ils n'ont pas pu se volatiliser, murmura-t-elle. Devenu chat, Pantalaimon rôdait un peu plus loin. C'est ainsi qu'il découvrit les 4 gros sacs de sable éventrés, dont le contenu éparpillé avait déjà commencé à geler. Le lest, commenta l'Aïra. Monsieur Scoresby les a sans doute largués pour reprendre de l'altitude. Elle déglutit avec peine pour tenter de faire disparaître la boule qui lui obstruait la gorge, ou la peur qui lui nouait l'estomac, ou les deux. Mon Dieu, j'ai peur, dit-elle. Pourvu qu'il soit sain et sauf. Pantalaimon sauta dans ses bras et, redevenant souris, il se faufila dans la capuche de l'Aïra,
où personne ne pouvait le voir. Soudain, elle entendit un bruit, un raclement sur la pierre, et se retourna. Yor! Sa voix mourut dans sa gorge. Ce n'était pas Yorek Bienison, c'était un ours inconnu, vêtu d'une armure étincelante, constellée de gouttes de rosée, transformé en givre, avec une plume plantée dans son casque. Il se tenait à 2 mètres d'elle, immobile, et Laïra crut réellement que son heure avait sonné. L'ours ouvrit la gueule pour pousser un rugissement. L'écho qui se répercuta contre les falaises déclencha de nouveaux cris stridents tout là-haut dans le ciel. C'est alors qu'un second ours surgit du brouillard, puis un troisième. Pétrifiée, Laïra serrait ses petits poings. Les ours ne bougèrent pas jusqu'à ce que le premier demande « Ton nom ?» Laïra. « D'où viens-tu » ? « Du ciel. »« Dans un ballon ?» ?»« Oui. »« Suis-nous. Tu es notre prisonnière. Allez en route, vite !» Épuisée et terrorisée, Laïra suivit l'ours sans un mot, en trébuchant sur les rochers déchiquetés et glissant. Elle se demandait comment diable elle allait bien pouvoir se sortir de ce pétrin.